Cap sur la capitale de l'Union africaine, Addis Abeba, où 11 États de la région des Grands Lacs ont signé hier, au siège de l'Union, un accord de paix et de coopération. Au cœur de ce document, soutenu par les Nations Unies, la stabilité de la République démocratique du Congo, siège des troubles qui agitent la région. Vincent Defay pour plus de détails. 6 présidents sur les 11 pays signataires, le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon et la présidente de la Commission de l'Union africaine Madame Dlamini Zuma. S'il fallait en juger par le nombre de dignitaires présents à Addis Abeba, à la cérémonie de signature d'un accord de paix, de sécurité et de coopération pour la République démocratique du Congo et la région, ce document est bel et bien historique, pour reprendre les termes du patron des Nations Unies. Un document de 7 pages qui se décline en 3 volets, en direction de la RDC d'abord, qui devra continuer à renforcer ses institutions, en particulier concernant la sécurité. Ensuite, les États s'engagent, je cite, à ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures de leurs voisins, ni à supporter de groupes armés. Le 3e volet, enfin, s'adresse à la communauté internationale qui s'engage à demeurer mobilisée sur le dossier. Une fois le document signé, le président Joseph Kabila a en quelque sorte prévenu ses co-signataires. La République démocratique du Congo a toujours respecté l'intégrité territoriale et la souveraineté de tous ses voisins. Nous nous engageons donc à nous acquitter scrupuleusement de nos obligations au terme de l'accord de séjour. Puisse-t-il en être autant des autres États signataires. Interrogés ensuite sur les garanties que cet accord soit traduit en actes, les principaux acteurs ont renvoyé au mécanisme de suivi, inclus dans l'accord, et qui oblige les signataires à se rencontrer 2 fois par an. Ban Ki-moon veut y croire. Il ressort de différentes initiatives qu'un changement de stratégie s'impose pour remédier aux causes profondes des violences récurrentes. Aujourd'hui, nous pouvons vraiment faire bouger les choses. Le secrétaire général des Nations Unies en a d'ailleurs profité pour annoncer le projet d'une force d'intervention de 2500 hommes supplémentaires dans l'est de la RDC. Néanmoins, la création de cette brigade doit d'abord être entérinée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Vincent Defay, BBC Afrique, Addis Abeba. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. L'accord de paix sur la République démocratique du Congo a été signé hier à Addis Abeba. 11 leaders africains, dont ceux du Rwanda et de la RDC, ont signé ce texte en présence du secrétaire général des Nations Unies. L'accord prévoit la mise en place d'une force internationale neutre entre la RDC et le Rwanda et exige des pays de la région le respect de la souveraineté de leurs voisins. Pour Ban Ki-moon, il ne s'agit que du début d'une approche globale. Les réactions à Goma, nous avons sur place notre correspondant Primo Pascal Roudaïgua. L'accord de paix qui a été signé à Addis Abeba suscite un débat houleux à Goma. C'est le cas de cet habitant qui pense que c'est un non-événement. L'accord cadre qui a déjà été signé à cette heure-ci à Addis Abeba est un non-événement. Tant que nous n'aurons pas des dirigeants dignes de ce pays, dignes de sa grandeur, de ses richesses, du sommet à la base d'ailleurs, on peut signer des milliers d'accords, on peut faire venir toutes les armées du monde dans ce pays, on ne résoudra jamais rien. Donc on y a parlé faussement des causes profondes du problème, mais apparemment Ban Ki-moon ignore complètement. Ou bien alors, il a un agenda que nous ne connaissons pas. D'autres habitants disent plutôt qu'il s'agit d'un plan qui se développe pour diviser la République démocratique du Congo. Il y a des petits pays comme la Belgique qui est en train de se scinder. Est-ce que ça, vous ne comprenez pas? Donc, si une tentative comme ça peut arriver chez nous, il ne faut pas qu'on s'étonne, mais la force du Congolais, c'est l'unité. Et ça c'est un postulat, qu'on retienne ça au niveau de toute la République. L'Afrique n'évoluera jamais et partant le monde sans le Congo. L'avenir du monde, c'est le Congo. L'avenir de l'Afrique, c'est le Congo. Et l'avenir du Congo, c'est l'Est de la RDC. C'est ce qu'on appelle le Congo utile. Personne n'est capable de le céder. Certains acteurs politiques estiment que les solutions aux problèmes congolais ne viendront jamais de l'extérieur. Rubens Mikindo est de l'UDPS. La solution au problème du Congo et des Congolais ne pourra provenir que des Congolais eux-mêmes, c'est-à-dire aller à Kampala, aller à Addis Abeba, aller à New York, ce n'est pas mal, mais je crois que nous avons déjà de l'expérience dans ces pays. On a été à la CNS, on a été au dialogue intercongolais à Sun City, on a été aux élections, mais nous avons déjà remarqué qu'il y a une classe dirigeante qui est animée de mauvaise foi et qui est incapable aussi de donner une solution au problème. D'autres analystes
analystes pensent plutôt que toutes les initiatives sont bonnes pourvu qu'elles aboutissent à un bon résultat. Depuis Goma, Primo Pascal Rudahigwa pour La Voix de l'Amérique. Pour la réaction des rebelles à la signature de cet accord, Idriss Fall a joint Jean-Marie Runiga, leader de l'aile politique du M23. L'initiative est bonne, mais c'est parmi les énièmes accords pour chercher à stabiliser l'Est de la République démocratique du Congo. Vous savez que l'accord du 23 mars a été signé sous le label du secrétaire général des Nations Unies, représenté par l'ancien président Obasanjo du Nigérian et le président Mukapa de la Tanzanie. Le problème, ce n'est pas l'accord, le problème, c'est ceux-là qui doivent appliquer cet accord. Le problème de la République démocratique du Congo, il y a un problème de gouvernance et il y a absence de leadership responsable et visionnaire. C'est un accord de plus. Il est question de mettre en place une nouvelle force. Une force internationale nette. Vous savez que ça fait plus de 10 ans que les casques bleus de la MONUC d'abord et de la MONUSCO ils sont aujourd'hui à 17 000. Je ne pense pas que 2500 pourrait changer quelque chose. Donc ça fait plus de 10 ans qu'ils sont en République démocratique du Congo. Ils n'ont pas stabilisé, ils n'ont pas sécuriser l'Est de la RDC. En dehors de la force des Nations Unies, il y a déjà les forces négatives étrangères comme les FDLR, les FNL, les ADF-NALU. Il y a les groupes armés locaux. Donc ça, c'est une force de plus qui arrive encore et qui ne va rien changer. Où est-ce que vous en êtes dans les discussions avec Kinshasa qui perdurent depuis plusieurs semaines à Kampala? D'abord, il y avait 4 points qui étaient inscrits à l'ordre du jour, notamment l'évaluation de l'accord du 23 mars 2009, les questions sécuritaires, les questions politiques, les questions socio-économiques. On a traité les premiers points concernant l'accord. Lorsqu'on a voulu traiter les 3 autres points, le gouvernement de Kinshasa a dit que c'était illégitime, que c'était anticonstitutionnel et que c'était sans objet. Et pourtant, il avait accepté que ces points figurent à l'ordre du jour. Aujourd'hui, on signe un accord qui met en cause la souveraineté de la République démocratique du Congo, alors qu'il pouvait y avoir un accord entre Congolais à Kampala qui pouvait faire que les choses évoluent très bien. Jean-Marie Runiga, leader de l'aile politique du M23. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Ranakunja Mena, RFI. L'accord cadre pour la République démocratique du Congo a été signé hier. Accord voulu par les Nations Unies et signé par 11 pays africains. Parmi les signataires, Kinshasa, bien sûr, également le Rwanda, l'Ouganda et l'Afrique du Sud. Le texte interdit tout soutien extérieur aux rebelles. Il mentionne les réformes attendues de la part de Kinshasa pour rétablir des institutions dans l'est du pays. Autre point, l'accord appelle à une nouvelle stratégie de l'ONU en RDC. De quoi ouvrir la voie à la mise en place d'une force spéciale au mandat plus offensif que celui de la MONUSCO. Mais il faut d'abord une résolution des Nations Unies. En tout cas, hier, l'Afrique du Sud s'est dit prête à mettre des soldats à disposition. Mais pour Marc Maharaj, porte-parole de la présidence sud-africaine, pas de paix au Congo sans stratégie globale et durable. C'est un instrument qui montre à la RDC et à ses voisins le chemin à suivre pour sortir le Congo des guerres récurrentes. La réussite de ce processus dépend bien sûr de l'engagement de toutes les parties. Le déploiement d'une force internationale neutre est une solution de court terme. Une paix réelle, la stabilité et le développement nécessitent, du point de vue de l'Afrique du Sud, une action énergique du gouvernement de la RDC et des pays voisins. Cela inclut une solution politique globale avec l'assurance d'un cessez-le-feu de la part des groupes armés qui doivent déposer définitivement les armes. L'Union africaine, la communauté internationale doivent aider la RDC dans la construction d'un État avec des institutions de gouvernement fortes grâce à un réseau de services publics garant de la paix. Des propos recueillis par Léonard Vincent. À Kinshasa, réaction mitigée après la signature de cet accord. Beaucoup dénoncent une nouvelle ingérence dans les affaires congolaises sans que la population ait été consultée. Kamanda Wakamanda Mozambe. Les Kinois se plaignent du fait que l'accord cadre n'a pas été vulgarisé avant sa signature à Addis Abeba. Ils ajoutent que c'est une affaire d'initiés et que c'est même dangereux d'imposer à un peuple ce que les citoyens n'ont pas eu le temps d'approuver.
Je ne connais absolument rien. Nous, la population, nous aimerions savoir les contenus de cette signature. Si c'est pour signer à ce que non, la guerre puisse cesser pendant 6 mois ou 1 année, qu'ils nous disent un peu qu'on les sache. C'est pour combien de temps? Les questions autour de l'accord cadre se rapportent surtout à l'avenir de la RDC en tant qu'État unitaire. Ils sont nombreux, les Congolais qui redoutent un processus de balkanisation auquel auraient souscrit certains de leurs dirigeants. Kamanda ou Kamanda Muzembe, Kinshasa, RFI. Et dans l'est de la République démocratique du Congo, il y a eu des tirs hier soir à Rutshuru Centre, au Nord Kivu, une zone contrôlée par les rebelles du M23. Selon des témoins joints sur place, ces tirs ont duré une demi-heure. Le porte-parole des rebelles ainsi que le chef politique du M23, Jean-Marie Runinga, affirme qu'il s'agissait d'une attaque de rebelles hutus-rwandais des FDLR qui se sont ensuite dispersés dans le parc des Virunga. Selon une autre version, il y aurait eu des dissensions au sein du M23. Pas de bilan de ces tirs à l'heure actuelle. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Première escale, la RDC, où des combats auraient opposé depuis hier dimanche différentes factions du mouvement du 23 mars. Des combats qui, selon des informations, auraient fait une dizaine de morts. J'ai joint à Rutshuru, c'est dans l'est de la RDC, Vianney Kazarama, le porte-parole militaire du M23. Vous allez l'entendre, il dément totalement l'existence de toute dissension profonde au sein du M23. Vianney Kazarama. C'est hier soir vers 21h locale de l'Est de la République démocratique du Congo, dont les FDLR ont quitté dans les zones sous contrôle par les FARDC, les forces armées de la République démocratique du Congo. Ils ont venu saboter la paix installée à la République démocratique du Congo, précisément à Rutshuru. Dans nos bases, ils ont tué 6 civils et 2 militaires. Il ne s'agit pas de tension entre les membres de votre mouvement? Non plus. Les problèmes internes existent, oui, mais pas jusque-là. Partout ailleurs, dans d'autres gouvernements, dans d'autres groupes, ça peut être un problème local, mais qui peut être réglé par les congrès, par les membres du mouvement, mais jusque là, il n'y a pas de problème. Alors, quand vous parlez de problèmes internes, de quelle nature exactement? C'est le problème d'ordre politique, le commandement fonctionne correctement, le politique fonctionne correctement, les cas isolés dont on peut parler, mais aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Donc, le M23 est bien uni et parle d'une même voix, il n'y a pas de dissension, rien du tout. Non, il n'y en a pas. Nous sommes à Kampala et nous avons salué la décision d'hier, les accords cadres d'hier par les Nations Unies sous la médiation de l'Union africaine. Et donc, vous êtes parfaitement en ligne avec cet accord? Oui, tout à fait, parce que c'est les sages qui ont décidé. Et quand les sages décident, les chefs d'État du gouvernement qui ont décidé sur cet accord, nous disons il faut qu'il y ait la volonté du gouvernement et la volonté de la communauté internationale justement pour régler les problèmes politiques qu'il y a à la République démocratique du Congo. Nous tous, les fils et filles de la nation, qu'on s'assoit autour d'une table pour régler les problèmes. Sinon, je crois que c'est la communauté internationale, à travers les Nations Unies, qui vont nous accompagner pour terminer les crises qu'il y a à la République démocratique du Congo. Alors, on parle de mise en place d'une force d'interposition dans la région. Est-ce que vous ne craignez pas qu'elle se retourne contre vous, notamment? Dès que ces forces arriveront sur le terrain, il va constater autre chose. On ne peut pas sacrifier des milliers de Congolais qui vivent sur la misère. Donc, même ces forces, bienvenues, mais ils vont trouver qu'il y a un problème. Tout ce monde, ce sont des humains, ce sont des intelligents, ce sont des hommes dans le pays. Il y a la démocratie, ils vont constater qu'il y a un vide juridique, un vide politique, un vide économique. Vianney Kazarama, porte-parole du M23, en ligne de Rutshuru dans l'est de la RDC. Si le M23, par la voix de son porte-parole militaire que vous venez d'entendre, s'est dit favorable à l'accord de paix signé hier à Addis Abeba en Éthiopie, ce ne semble pas être le cas de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Parti de l'opposant Étienne Tshisekedi profite de la signature de cet accord cadre sur la RDC, qu'elle estime d'ailleurs inutile, pour réitérer sa position, à savoir que Kabila devrait avoir le courage de déposer le tablier, en s'inspirant notamment de l'exemple du pape Benoît XVI. C'est ce qu'estime Rubens Mikindo, président de l'UDPS Nord Kivu, qui juge également inutile un dialogue inter-congolais.
Nous pensons que cet accord ne va pas apporter grand-chose, surtout qu'il a été signalé dans cet accord qu'il y a 2500 hommes ou 2500 militaires qui vont venir avec notre mandat sous la houlette des Nations Unies, alors qu'il y a près de 17 000 hommes qui sont ici, les casques bleus, et aussi le Congo compte près de 150 000 hommes, et nous nous demandons est-ce que vraiment c'est les 2500 hommes qui vont nous ramener la paix ici. Que pensez-vous finalement de ces propositions de dialogue intercongolais? Mon parti, l'UDPS, n'est pas partie prenante à ces dialogues-là parce que c'est une façon de donner un souffle nouveau à un pouvoir qui est suffisamment essoufflé, qui est au bout du rouleau. Parce que vous savez, les problèmes que nous avons au Congo aujourd'hui, c'est le leadership dirigeant aujourd'hui qui manque de vision, qui ne comprend pas ce qu'il doit faire. Je crois que si M. Kabila pouvait se mettre à l'écart avec une autre classe dirigeante qui peut prendre la relève, je crois que nous pouvons trouver le bout du tunnel. Ce qu'il devait faire, ce serait avoir le courage de déposer le tablier, comme l'a fait par exemple le pape Benoît XVI. Je crois que c'est un exemple qui devait inspirer le pouvoir de Kinshasa ou de Kabila. Dans ces discussions, on essaie tout de même de régler ce conflit. Est-ce que l'UDPS est toujours dans la dynamique d'installer Tshisekedi à la place de Kabila? Bien sûr que oui, tout ce monde-là qui crie aujourd'hui, qui veulent bien aller à ces dialogues, ce sont des gens qui veulent aller là où on va lire cette messe noire, où on va encore dire Amen, que M. Kabila reste au pouvoir. Le pays n'a pas besoin de ce qu'on qualifie de cohésion nationale. En tout cas, nous en avons assez avec cette direction du pays qui a échoué à tout point de vue. Ruben Mekindo, président de l'UDPS Nord Kivu, il répondait aux questions de Nathalie Barge, qui a par ailleurs tenté de joindre le gouvernement congolais et les autorités provinciales du Nord Kivu, mais sans succès. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. La crise dans l'est de la République démocratique du Congo s'achemine-t-on vers la fin du conflit qui s'écoule depuis près de 2 décennies, l'est du Congo. Hier, un accord de paix a en tout cas été signé dans la capitale éthiopienne, à Addis Abeba. Cet accord vise à mettre un terme à ce conflit qui s'éternise. La signature de cet accord sous l'égide des Nations Unies s'est déroulée en présence des dirigeants des pays des Grands Lacs. Alors que des discussions se poursuivent dans d'autres capitales africaines sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Quelle est la particularité de l'accord d'Addis Abeba? La réponse de Freddy Nkurikiye, consultant en gouvernance et développement. Elle a été jointe par Carole Assignon. L'accord a ceci de particulier qu'il implique des pays non membres de la zone Afrique centrale. Ça veut dire notamment l'Afrique du Sud qui s'engage de manière très très forte. La deuxième particularité, c'est que l'accord est aujourd'hui plus qu'hier endossé par la communauté internationale, plus que cela n'était fait auparavant. Au vu des relations étroites entre l'Afrique du Sud et la RDC, quel pourrait être concrètement le rôle que l'Afrique du Sud jouera dans la résolution du conflit en RDC? Une des raisons pour lesquelles la signature du 28 janvier n'a pas eu lieu, c'est la pression de l'Afrique du Sud, qui ne souhaitait pas une solution moins claire que celle qui a été trouvée le 24 février. Bon, ça veut dire qu'il faut clarifier le rôle des forces qui doivent être engagées aujourd'hui dans cette sous-région. L'Afrique du Sud s'engage à fournir jusqu'à 2500 hommes dans cette unité spéciale des forces qui vont être déployées. Le problème, c'est que la MONUSCO ne peut pas combattre sur le terrain. Elle n'en a pas le mandat. Pour passer à une situation où la force déployée peut imposer la paix, il fallait trouver une possibilité de faire évoluer le mandat. Ça, par contre, l'accord n'a pas tranché complètement la question à Addis Abeba. Est-ce qu'avec la signature de cet accord de paix, on tend vers une réelle fin du conflit dans l'est de la RDC? On serait plus affirmatif en matière de réponse à cette question en voyant la manière dont les pays partis vont se presser à lever tous les hypothèques qui pèsent encore. Il faut quand même aider le gouvernement congolais à respecter ses engagements. Le président Kabila a été clair, il veut les respecter. Donc il se peut que l'accord d'Addis Abeba ne soit pas un accord de plus, si chacun joue son rôle. Absolument. Si chacun joue sa partition de manière déterminée et rapide, ça peut être le bon accord. Mais sinon, dans les 2-3 prochains mois, on peut être en train de renégocier un nouvel accord.
Freddy Nkouri, qui est consultant en gouvernance et développement, interrogé par Carole Assignon. Et le ministre allemand des Affaires étrangères, Guido Westerwelle, dans un communiqué publié ce matin, se félicite de la signature de cet accord conclu à Addis Abeba. Et en dépit de cet accord, le Conseil de sécurité de l'ONU se montre inquiet devant l'aggravation des troubles dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué publié juste après la signature de cet accord, les 15 membres du Conseil de sécurité, parmi lesquels figure le Rwanda, ont renouvelé leur condamnation des rebelles du M23 qui s'est emparé des territoires dans l'est du Congo et qui est particulièrement visé par l'accord d'Addis Abeba. Et j'apprends à l'instant même que des affrontements armés entre rebelles du M23 ont fait 10 morts dans l'est du Congo. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Concernant la République démocratique du Congo, elle prend l'engagement de continuer et d'approfondir la réforme du secteur des sécurités, mais aussi promouvoir les objectifs de la réconciliation nationale, de tolérance et de démocratisation pour ne citer que cela. Quant aux pays de la région, ils sont appelés à ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures des États voisins, tout en respectant leur souveraineté. Ils se sont aussi engagés à ne pas tolérer ni fournir une assistance quelconque à des groupes armés. À l'endroit de la communauté internationale, il est prévu une revue stratégique de la mission de l'ONU, ce qui permettra de renforcer son appui au gouvernement pour faire face aux enjeux d'ordre sécuritaire. Il faut aussi souligner la nomination prochaine d'un envoyé spécial des Nations Unies devant soutenir les efforts de paix. Enfin, l'accord cadre prévoit un mécanisme de suivi avec notamment une évaluation synchronisée entre la RDC, les pays limitrophes, les partenaires régionaux et la communauté internationale. Depuis les sièges de l'Union africaine à Addis Abeba, Mimi Ngumba Mulongo, Radio Okapi. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Direction le Sud Kivu, les avis semblent partagés entre les différents acteurs de la société civile sur la signature dimanche dernier de l'accord de paix pour la République démocratique du Congo à Addis Abeba. Certains Congolais de l'Est du pays disent soutenir cet accord qui, selon eux, reste l'une des solutions aux problèmes de sécurité dans leur région. D'autres, en revanche, restent pessimistes. Ils sont d'avis que cet accord vient concrétiser le projet de balkanisation de la RDC. Depuis Bukavu, Paulemba Shengezi. La plupart des Congolais interrogés à Bukavu sont divisés quant aux solutions que devrait apporter la signature de l'accord de paix sur la RDC signé à Addis Abeba le week-end dernier. Mick Moutiki, membre d'une organisation des jeunes de la sous-région des Grands Lacs, pense que cet accord est salutaire pour les Congolais. Aujourd'hui, les aventuriers qui pêchent en mode trouble, qui se réveillaient les matins et qui bousculaient les choses comme ils voulaient, qui commençaient la guerre. Donc la guerre au Congo était devenue comme de poker qu'on peut jouer à qui mieux. Je pense qu'on ferme d'abord la vanne et puis après on commence à réparer. De son côté, Adrien Zawadi, membre de la société civile du Sud Kivu, pense que cet accord vient concrétiser les projets tant entendus par certains pays africains et occidentaux, la balkanisation du Congo. Cet accord, c'est un trompe-œil. Pourquoi c'est un trompe-œil? Depuis 1996, il existe un plan de l'émiettement du Congo. Et ce plan a prévu des scénarios qui aboutira quelque part. Parce que les tenants de la balkanisation sont sur tous les fronts. Pour sa part, Stella Yonda, activiste des droits des femmes qui a pris le temps de lire quelques passages du dit accord, reste pessimiste quant aux vrais intérêts que cachent certains paragraphes. Personnellement, j'ai peur que ça puisse être un unième accord qui ne va pas porter d'effets ni de solutions efficaces et durables. En ce sens qu'il y a déjà eu beaucoup les accords de non-agression et le lendemain c'est un pays qui soutient un groupe contre un autre pays. Les accords de paix et de sécurisation, mais on ne voit pas arriver les solutions. Signalons que le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a salué l'engagement pris dimanche 24 février dernier à Addis Abeba par les chefs d'État des Grands Lacs. Il leur a demandé de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des pays voisins. Paulin Bachungezi, depuis Bukavu pour la Deutsche Welle.
Bukavu, la police congolaise a présenté dimanche à la presse et au public un groupe de 8 personnes, dont 3 femmes présentées comme les assassins ou les auteurs de la tentative d'assassinat du docteur Denis Mukwege, médecin directeur de l'hôpital Panzi et célèbre activiste des droits des femmes dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le groupe de bandits est composé donc de 5 hommes et 3 femmes et selon l'inspecteur provincial de la police au Sud Kivu, le général Gaston Luzembo, certains d'entre eux sont passés aux aveux. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. La RDC, et malgré les démentis du porte-parole militaire Vianney Kazarama, que vous avez entendu sur nos antennes, les observateurs persistent et signent. Il y a bien eu des accrochages sanglants le week-end dernier entre les hommes du général Sultani Makenga, chef militaire du M23, et ceux de Jean-Marie Runiga, chef politique de ce mouvement rebelle. Parmi les raisons évoquées, des désaccords profonds sur l'accord de paix qui vient d'être signé lors du sommet d'Addis-Abeba sur la paix en RDC par les chefs d'État ou les représentants de 11 pays de l'Afrique centrale, des Grands Lacs et de l'Afrique australe. Mais il y a plus, nous dit notre confrère Nikez Kibel-Beloka du journal Les Coulisses, qui commence par une confirmation des combats au sein du M23. Oui, il y a eu des combats, même si leur porte-parole le rejette, il y a eu des combats parce que les conflits couvaient depuis longtemps. On s'attendait à ce qu'un jour ça puisse éclater. Et pourquoi ? Oui, parce que c'est un conflit vieux. Laurent Nkunda et Bosco Ntaganda, ce sont 2 frères ennemis. Et ils le sont restés pendant longtemps. Les discordances ont continué jusqu'à l'opération Amanileo. Et si vous vous rappelez, le clan de Laurent Nkunda avait rejeté la déclaration de la fin de la guerre. Et cela a continué. Ça, c'est un premier plan. Et avec le temps, il y a un deuxième plan ou un deuxième degré du conflit, qui est pratiquement le déchirement ethnique. Dernièrement, il y a eu des tensions parce que le général Makenga, lui, il se disait du clan autochtone de tous ceux qui sont au Congo, donc ils sont de Rutshuru, de Djomba. Par contre, Taganda et Ngaroué, ils sont de Massissi, donc ils sont des immigrés. Alors le conflit a évolué effectivement, ça ne pouvait qu'éclater un jour. Mais ça devient de plus en plus complexe dans ce coin du Congo, avec toutes ces appartenances, toutes ces revendications, toutes ces allégeances à des groupes ethniques. Effectivement, c'est un problème réel parce que d'abord, il faut dire que le groupe d'Nkunda n'a jamais pardonné à celui de Bosco Ntaganda ce qu'ils ont appelé la traîtrise, donc la trahison. Laurent Nkunda, lui, est apparu comme un leader charismatique. Il avait une idéologie qu'il défendait et il glanait des gens derrière lui. Les hold-up, si on peut appeler cela comme ça, de ce que le Rwanda fait pour l'écarter de la scène n'a pas plu à beaucoup de gens. Et Bosco Ntaganda, qui a été toujours comparé à un mercenaire qu'on pouvait envoyer à Ituri partout là où le Rwanda avait des intérêts, a été considéré comme quelqu'un qui est venu voler la vedette à Laurent Nkunda. Mais à un moment donné, on ne parlait même plus de Nkunda, on parlait du M23 et de ses revendications concernant l'accord qui n'avait pas été respecté par le gouvernement congolais. Oui, mais les revendications, il faut dire aussi que lorsque une délégation est allée à Kampala, il y avait déjà des divisions parce que il y a un groupe qui ne voulait pas du dialogue, dont le groupe de Taganda, je pense, et puis celui de Makenga qui en voulait. Mais au-delà de cela, il faut dire que le M23 a souffert et continue de souffrir du leadership politique. Même le bishop Runiga a toujours été mis à mal et il n'a pas le charisme pour diriger le mouvement. Donc il y a un leadership politique qui est presque inexistant et c'est le leadership militaire divisé qui essaie de s'imposer. Mais quand Runiga dit donc qu'il n'est pas intéressé par l'accord d'Addis-Abeba, ça n'a aucune valeur. Il faut comprendre aussi, au niveau de pourparlers de Kampala, le gouvernement congolais a tout fait pour qu'on ne signe pas un accord. Cela signifie qu'il est plus facile pour les militaires de réintégrer les FARDC, au moins certains, mais plus difficile pour les politiques d'avoir une place dans les institutions. Ce qui fait que Runiga, aujourd'hui, n'a pas vraiment un avenir politique et il ne peut que contester l'accord cadre. Notre confrère Nikez Kibel-Beloka du journal Les Coulisses. Toute l'attention est sur l'est du Congo, mais une ONG, Service chrétien d'animation rurale du Katanga, vient de tirer la sonnette d'alarme sur les territoires du nord du Katanga, en proie, dit l'ONG, à des activités de groupe Mai Mai depuis plusieurs mois.
et l'ONG exhorte le gouvernement à rétablir la sécurité dans ces régions, avertissant que les populations risquent d'y faire face à une grave crise alimentaire. De Lubumbashi au Katanga, les précisions de notre confrère Narval Mabila. L'insécurité causée par les attaques groupe Mai Mai dans le nord du Katanga atteint un niveau très inquiétant dans l'ensemble de la province. Du triangle de la mort, l'axe Mitoaba, Pweto, Kilwa, aujourd'hui à la porte de Lubumbashi a créé panique générale dans les habitants en milieu rural et urbain. Chaque jour, ils vivent dans une psychose d'une éventuelle attaque Mai Mai qui à chaque fois crée de morts tant chez les civils que chez les militaires et crée plusieurs déplacés, aujourd'hui à la base d'une crise humanitaire très significative malgré que le gouvernement a tendance à minimiser les phénomènes. On rappelle des événements les plus récents. Des incursions Mai Mai se sont passées dans la journée du samedi 9 au dimanche 10 février où il y a eu attaque à Kasomeno à plus de 100 km de Lubumbashi qui a fait 6 morts du côté policier et à Kinsevere, village situé à 30 km de Lubumbashi qui a fait un mort d'un agent de service de renseignement pendant que le chef de l'État séjournait à Lubumbashi. La panique a été signalée dans la même journée dans la cité de Fungurume jusque vers la ville de Likasi. Plusieurs groupes sont responsables de ces opérations, à savoir les CORAC, la coordination pour l'organisation du référendum du Katanga, qui serait dirigé par un certain Simon Matuka Chichi, avec comme vision la création de la République fédérale multiraciale du Katanga. Il y a aussi les CPK, Congrès du peuple katangais, avec comme leader Ferdinand Tenda Imena et comme chef militaire le célèbre Gédéon Goïmutanga, qui s'était évadé de la prison de la Kasapa, avec comme vision l'indépendance du Katanga. Selon une source de présumé Mai Mai, serait entre les mains de la police qui fait des investigations sur l'affaire Mai Mai qui a plusieurs énigmes. Notre confrère Narval Mabila qui nous parlait de Lubumbashi dans le Katanga. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. La majorité des hommes de Makenga se seraient retirés de Roubaré, Rutshuru Centre, Ntamugenga, Nyongera et Mabenga, d'importantes localités de Rutshuru. Ils seraient allés prendre possession des collines de Mbuzi, Runyoni et Nyabitona, dans le groupement de Boueza, chefferie de Bouicha. Il s'agit en effet des collines stratégiques pour des opérations militaires. La prise de ces collines devrait étouffer toute action militaire de Bosco Ntaganda, selon un officier du AM23 qui a requis l'anonymat. D'autres combattants de Makenga sont allés vers Bunagana, cité frontalière de l'Ouganda, environ 20 km à l'est de Rutshuru. Par contre, Baudouin Garouye, qui roule pour Bosco Ntaganda, est resté maître de Rutshuru Centre, Nyongera, Kiwanja et Roubaré. Mais ces combattants sont peu visibles dans la région selon nos sources. Toujours d'après ces sources, plusieurs localités de Rutshuru libérées de l'emprise de AM23 font actuellement l'objet de la convoitise de combattants hutu-rwandais FDLR. Ces derniers rôdent tout autour avec l'intention d'occuper la région. Déjà hier à Rougari, 40 km au nord de Goma, le FDLR ont brièvement occupé la localité. Goma, Gisèle Cage, Radio Kapi. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Européenne s'est félicitée de l'accord cadre sur la RDC signé le 24 février à Addis Abeba. Il s'agit de mesures importantes qui devraient apporter des solutions politiques durables aux problèmes de l'Est de la RDC et de la région, ont indiqué dans une déclaration conjointe la chef de la diplomatie européenne, Catherine Ashton, et le commissaire européen au développement, Andris Piebalgs. Les deux hauts représentants européens ont appelé les dirigeants africains à un engagement fort et sincère dans sa mise en œuvre. Écoutons Koen Vervaeke, coordonnateur principal pour la région des Grands Lacs à l'Union européenne, joint à Bruxelles. Cet accord qui couvre en fait 3 éléments est le bienvenu. Tout d'abord, il sera accompagné par un renforcement de la mission des Nations Unies, la MONUSCO, avec une capacité offensive pour mettre fin aux groupes armés. Mais cette action militaire n'a de sens s'il est enveloppé dans une approche politique. Et c'est exactement ce que cet accord veut obtenir avec des engagements de Kinshasa et des engagements de la région. Et les deux doivent aller ensemble. Et en troisième lieu, il y a même aussi le rôle de la communauté internationale qui est identifié.
Il y a un troisième élément et c'est la nomination d'un envoyé des Nations Unies qui doit essayer de soutenir la mise en œuvre de tout cela et c'est extrêmement important. Et ce sont donc trois éléments qui, pour l'Union européenne, sont également indispensables pour briser ce cercle d'instabilité à l'est du Congo et dans la région. Qu'attend l'Union européenne de Kinshasa ou des dirigeants régionaux par rapport à cet accord? Mais on attend de tous les dirigeants et acteurs dans la région de mettre en œuvre les promesses et les engagements pris dans cet accord. Une pression beaucoup plus importante de la communauté internationale, aussi côté africain, pour essayer maintenant de régler le problème au fond. Et pour ça, l'accord est très bon. Mais il faut l'engagement et il faut la mise en œuvre. Tout d'abord, à Kinshasa, il y a des réformes importantes qui doivent être mises en œuvre, surtout en ce qui concerne réforme de l'armée, des éléments clés pour stabiliser la situation à l'est du Congo. Mais aussi, comme vous dites, par les leaders de la région et en premier lieu le Rwanda et l'Ouganda qui ont un rôle à jouer pour contribuer à une solution à l'est du Congo. Et en plus, il y a aussi des engagements de la communauté internationale. On a parlé déjà de la MONUSCO, de la mission des Nations Unies. Je crois, et l'Union européenne croit aussi que l'engagement que nous avons pris déjà dans le passé, l'engagement d'autres partenaires dans les différents domaines essentiels en RDC peuvent aussi contribuer à la mise en œuvre et nous sommes prêts à soutenir la mise en œuvre de ce plan. Quel type de contribution compte justement apporter l'Europe par rapport à ce nouvel accord? L'Union européenne a été très engagée depuis les débuts des guerres en RDC et dans la région pour trouver des solutions politiques, pour apporter des ressources et des moyens, par exemple pour l'organisation des élections 2006. Nous avons même à 2 reprises envoyé des militaires pour soutenir le processus de paix. Et donc nous souhaitons être et continuer à être engagés et actifs, mais il nous faut un contexte qui est beaucoup plus efficace et propice pour que nous puissions obtenir les résultats escomptés. Il y a des comités de suivi qui seront mis en place dans le cadre de cet accord, un comité de suivi régional, un comité de suivi national, et dans les deux, l'Europe prendra sa place, apportera son soutien politique, mais aussi ses soutiens en coopération pour les années à venir. Évidemment aussi avec nos partenaires à Kigali, nos partenaires à Kampala, à Bujumbura. Il y a des engagements politiques, on les tient à leur parole, mais nous voulons soutenir, pas uniquement dans un dialogue politique, mais aussi dans des actions de soutien dans ces différentes capitales pour accompagner cet accord. Koen Vervaeke du Bureau des Affaires étrangères et de la sécurité de l'Union européenne. Il est coordonnateur principal pour la région des Grands Lacs. Sur le terrain, dans l'est de la RDC, Radio Okapi indiquait ce mercredi que de violents combats opposent depuis ce matin l'armée congolaise à des miliciens de l'Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain à Kitshanga, à 80 km à l'ouest de Goma, dans le territoire de Rutshuru. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. En République démocratique du Congo, notamment dans l'Est, selon Bruxelles, l'état de droit est pour ainsi dire absent de cette région. Dans l'Est de la République démocratique du Congo, l'état de droit est pour ainsi dire absent de cette région où l'on continue de recenser des violations graves et multiformes des droits de l'homme, notamment des violences sexuelles et l'enrôlement d'enfants soldats. Je salue les efforts du secrétaire général des Nations Unies pour une sortie de crise. Je me félicite de l'accord cadre accepté à Addis-Abeba dimanche dernier. Il convient maintenant que tous les acteurs concernés, locaux, nationaux, régionaux et internationaux, reprennent le dialogue autour de cette initiative afin de trouver des solutions durables à cette instabilité. Dans ce contexte, la Belgique estime que la situation des droits de l'homme en RDC mérite encore l'attention de ce Conseil, entre autres en matière d'assistance technique. Au Mali, je soutiens pleinement toute initiative de la haut-commissaire visant à faire toute la lumière sur les crimes et violations des droits de l'homme. Je suis en faveur du déploiement d'observateurs. La lutte contre l'impunité est essentielle pour une réconciliation durable entre le Nord et le Sud. C'est pourquoi un volet droits de l'homme et état de droit est indispensable au niveau de la mission européenne de formation des troupes maliennes. Didier Reynders, vice-premier ministre de la Belgique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. De commenter l'accord de paix signé le week-end dernier lors d'une cérémonie à Addis-Abeba pendant que l'implosion du mouvement rebelle du M23 se précise dans l'est de la RDC. On retrouve Nicolas Pinault. Oui, l'information est tombée tard dans la soirée sous forme d'un communiqué du mouvement du 23 mars dont le titre est sans équivoque « Destitution du président du M23 ».
un texte signé du général Sultani Makenga en personne. Le haut commandement militaire du M23 reproche d'abord à Jean-Marie Runiga son incapacité à mettre en œuvre son programme politique. L'accusation la plus grave portée contre M. Runiga aurait trait à ses liens supposés avec Bosco Ntaganda, recherché par la CPI. Toujours selon le communiqué du M23, Runiga aurait offert de manière illégitime de l'espace politique aux personnes inconnues du mouvement, en l'occurrence le général Bosco Ntaganda. Joint ce matin à Kampala, écoutez Bertrand Bissimois, le porte-parole politique du M23. Oui, nous confirmons la décision du haut commandement militaire qui s'est réuni et qui a décidé de destituer M. Runiga pour des faits répréhensibles qui ont été constatés et que lui-même a reconnu. Et nous confirmons également que l'intérim est assuré par le vice-président du mouvement, qui est aussi le chef d'état-major général de notre armée, donc le général Makenga Sultan. Aujourd'hui, le sort de Jean-Marie Runiga est incertain. Une chose est sûre, il n'a pas été arrêté et reste introuvable ni à Rutshuru ni à Bunagana, selon Bertrand Bissimois. Jean-Marie Runiga, on ne sait pas là où il se trouve présentement, mais ce qui est vrai, c'est qu'il n'est pas au quartier général politique de notre mouvement. Il n'est pas à sa résidence de Bunagana. Nous ne savons pas où est-ce qu'il est. Les informations que nous avons disent qu'il serait parti rejoindre le général Ntaganda. Historique, cette destitution est claire aussi sur les origines du M23. Le pasteur Runiga avait été amené à la tête de la branche politique du mouvement à l'été dernier, mais beaucoup lui reprochaient son manque d'envergure. À l'inverse, le général Makenga est un proche de Laurent Nkunda, ex-leader charismatique du CNDP, et Makenga avait dû se plier à la prise de pouvoir de Ntaganda après son arrestation. Depuis plusieurs semaines, le conflit entre les deux hommes était réapparu au grand jour. Une chose est sûre, en tout cas ce matin, cette scission va affaiblir un peu plus la rébellion congolaise, empêtrée dans les pourparlers de Kampala depuis 3 mois et qui ne parvient toujours pas à faire plier Kinshasa sur ses revendications. Le député UDPS Serge Mayamba, dont le parti a rejeté l'accord d'Addis, lui reconnaît certains aspects encourageants, dont les efforts de la communauté internationale, en particulier l'implication du secrétaire général de l'ONU et des États de la sous-région. Mais M. Mayamba a dit à Idrissa Seydoudia que l'accord épargne les États considérés comme des agresseurs de la RDC. Il y a par exemple le Rwanda, dont le soutien au mouvement comme le M23 n'est pas à démontrer. Il y a l'Ouganda, dont l'armée se caractérise par des incursions dans la partie nord-est de la République. Il y a une autre considération qui, elle, relève du fait que cet accord exprime clairement l'aveu d'impuissance des gouvernants actuels, d'autant plus que lorsque nous suivons ce qu'il y a lieu de considérer comme l'engagement pris par le gouvernement de Kinshasa aux côtés des autres États, il y a véritablement cet aveu d'impuissance parce que cet accord demande par exemple au gouvernement de Kinshasa d'accélérer le processus de réconciliation nationale, de la réforme du secteur sécuritaire et cet accord pose surtout les bases de la remise en question des institutions existantes. Donc c'est au fait la remise en question de la légitimité même de toutes ces institutions, ce qui est compréhensible, d'autant plus qu'elles sont issues du chaos électoral qui nous a été offert. Bon, mais que dire maintenant de ce qui se passe dans l'Est? Est-ce que ça ne risque pas de compliquer la situation puisque au sein même du M23, il y a de profondes dissensions, des dissensions sanglantes même? Oui, mais il faut se rappeler seulement que le M23 a toujours fonctionné avec ces dissensions. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, elles sont portées à la place publique. N'oublions pas que tous ceux qui sont aujourd'hui à la tête du M23, pour la plupart, n'ont pas un véritable commandement sur les troupes du M23 qui, elles, se reconnaissent beaucoup plus à leur ex-chef. Donc, je citerai les Bosco Ntaganda, même le Nkunda Batware, qui à ce jour ont une certaine mainmise sur ces troupes. Donc, en fait, pour effacer un peu la présence de tous ces acteurs, on a créé de nouveaux acteurs qui n'ont véritablement pas la philosophie de ce mouvement qui avait commencé par le CNDP et qui, surtout, ne bénéficie pas de l'obéissance des éléments du M23.
Alors je crois que ces divergences sur le plan de la philosophie du groupe se manifestent aujourd'hui parce que les uns et les autres se rendent compte qu'ils se retrouvent devant un tournant très décisif, d'autant plus que le M23 se voit aussi roulé par le gouvernement de Kinshasa qui voudrait actuellement s'attacher beaucoup plus à l'accord d'Addis Abeba car se disant bénéficiant du soutien de la communauté internationale. Alors ceux qui avaient estimé au niveau du M23 qu'il fallait continuer la guerre commencent à faire de reproches à ceux qui avaient privilégié l'aspect politique qui, à tout point de vue, a échoué. Le député UDPS Serge Mayomba. Alerte maximale à Lubumbashi, dans le Katanga. Écoutons Narval Mabila. Échange de tirs nourris à l'arme automatique depuis ce mercredi matin jusque dans les après-midi au niveau du chef-secteur village situé à 30 km de Lubumbashi. Affrontement entre l'armée régulière, les FRDC qui mènent l'offensive et le groupe Mai Mai Katanga appelé séparatiste katangais qui avait mené une incursion dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 février pendant que le chef de l'État séjournait à Lubumbashi. Avec comme bilan la mort d'un agent de l'Agence nationale de renseignement et 2 otages, ainsi que plusieurs déplacés en direction de la ville de Lubumbashi. Selon notre source sur place, les groupes Mai Mai seraient en débandade vers un autre village sur la route Kasenga. Par contre, à Lubumbashi, l'alerte est maximale. Notre confrère de Lubumbashi, Narval Mabila, nous espérons en savoir plus sur ces accrochages non loin de cette ville dans nos éditions de la journée. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Au Nord Kivu, des violents combats opposent depuis tôt ce matin les FRDC aux combattants de l'Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain APCLS. C'est précisément à Kichanga, 80 km à l'ouest de Goma, territoire de Rutshuru. Ces combats viennent d'occasionner le déplacement des populations de Kichanga, dont certaines ont trouvé refuge à la base de la MONUSCO. Des précisions avec Gisèle Cage. 3-2-1-0 papier. Ce sont des détonations à l'arme lourde et légère qui sont entendues ce mercredi à Kichanga. C'est depuis 5 heures du matin que les forces armées de la RDC sont engagées dans des combats contre les Mai Mai de l'Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain, APCLS, indique un notable dans la région. Tout est parti d'une tentative d'attaque des combattants de APCLS ce matin contre le camp de déplacés de Kaye, qui héberge des réfugiés retournés du Rwanda selon certaines sources sur place. Ces combattants accusent en effet ces retournés qui seraient armés de fusils d'avoir assassiné un de leurs responsables dans la nuit de mardi autour de 20 heures au quartier Mberere. D'après la même source, les FARDC se seraient interposés et c'est ce qui a déclenché ces affrontements. Le combat est rude, témoigne un habitant sur place. Plusieurs maisons sont détruites par les bombes, affirme-t-il. Nombreuses sont ces populations de Kichanga qui sont encore terrées chez elles, mais certaines sont présentement sous protection des casques bleus de la MONUSCO dans leur base à Kichanga. C'est depuis janvier dernier que la cohabitation semble difficile entre le FARDC qui contrôle la partie ouest de Kichanga et le APCLS qui sont à l'ouest, selon nos sources sur place. Goma, Gisèle Cage, Radio Kapi. Au Katanga, on en sait un peu plus sur les événements d'hier après-midi à Kisevere, localité à près de 40 km de Lubumbashi. Plusieurs sources affirment qu'une trentaine de jeunes drogués et munis d'armes blanches et d'armes à feu ont investi le lieu criant et scandant des chansons. Ils ont tiré en l'air semant la panique. Les mêmes sources renseignent qu'il s'agit des éléments Mai Mai qui se font appeler tigres. Et ce matin, des coups de feu sont encore entendus. Un renfort de la garde républicaine serait déployé sur le terrain. Le point de la situation, Nelly Kabina. Ce matin vers 6 heures locales, des coups de feu ont été entendus. Selon nos sources, elles proviendraient du village Nsela, à une dizaine de kilomètres de l'entreprise minière MMG, Mine Metal and General. Des renforts de la garde républicaine sont intervenus hier mardi vers 18 heures. Toute la nuit, elle a organisé des patrouilles. Selon des sources militaires, la traque se poursuit jusqu'à l'heure où nous rapportons ces informations. Pour rappel, hier mardi, un groupe d'une trentaine de jeunes, avec des bandelettes rouges à la tête, criait et scandait des chansons du genre Katakatanga. Ils portaient des armes blanches et quelques-uns avaient des armes à feu. Ils ont tiré dans la matinée de ce mardi au village Kilongo, toujours en chemin vers Kinsevere. Il y a eu panique générale et la population a accouru dans tous les sens. Une source de la police qui confirme ces faits indique que lorsque les renforts de la police est arrivé, ces jeunes ont fui jusqu'au niveau du village Nsela. Entre-temps, plusieurs familles qui n'ont pas pu fuir à cause de la pluie ont passé nuit dans des salles de classe de l'école primaire Kinsevere de Lubumbashi. Nelly Kabena, Radio Kapi. Vous écoutez Zapping Info Congolaise.
Le chef politique du plus grand groupe rebelle dans l'Est de la République démocratique du Congo a été destitué hier par le général Sultani Makenga qui, lui, est le chef militaire du mouvement rebelle. Nicolas Pinault, c'est par un communiqué que Jean-Marie Runiga a été viré. Oui, l'information est tombée tard dans la soirée sous forme d'un communiqué du mouvement du 23 mars, dont le titre est sans équivoque « Destitution du président du M23 », un texte signé du général Sultani Makenga en personne. Le haut commandement militaire du M23 reproche d'abord à Jean-Marie Runiga son incapacité à mettre en œuvre son programme politique. L'accusation la plus grave portée contre M. Runiga aurait trait à ses liens supposés avec Bosco Ntaganda, recherché par la CPI. Toujours selon le communiqué du M23, Runiga aurait offert de manière illégitime de l'espace politique aux personnes inconnues du mouvement, en l'occurrence le général Bosco Ntaganda. Joint ce matin à Kampala, écoutez Bertrand Bissimois, le porte-parole politique du M23. Oui, nous confirmons la décision du haut commandement militaire qui s'est réuni et qui a décidé de destituer M. Runiga pour des faits répréhensibles qui ont été constatés et que lui-même a reconnu. Et nous confirmons également que l'intérim est assuré par le vice-président du mouvement qui est aussi le chef d'état-major général de notre armée, donc le général Makenga Sultan. Aujourd'hui, le sort de Jean-Marie Runiga est incertain. Une chose est sûre, il n'a pas été arrêté et reste introuvable ni à Rutshuru ni à Bunagana, selon Bertrand Bissimois. Jean-Marie Runiga, on ne sait pas là où il se trouve présentement, mais ce qui est vrai, c'est qu'il n'est pas au quartier général politique de notre mouvement. Il n'est pas à sa résidence de Bunagana. Nous ne savons pas où est-ce qu'il est. Les informations que nous avons disent qu'il serait parti rejoindre le général Ntaganda. Historique, cette destitution éclaire aussi sur les origines du M23. Le pasteur Runiga avait été amené à la tête de la branche politique du mouvement à l'été dernier, mais beaucoup lui reprochaient son manque d'envergure. À l'inverse, le général Makenga est un proche de Laurent Nkunda, ex-leader charismatique du CNDP, et Makenga avait dû se plier à la prise de pouvoir de Ntaganda après son arrestation. Depuis plusieurs semaines, le conflit entre les deux hommes était réapparu au grand jour. Une chose est sûre, en tout cas ce matin, cette scission va affaiblir un peu plus la rébellion congolaise, empêtrée dans les pourparlers de Kampala depuis 3 mois et qui ne parvient toujours pas à faire plier Kinshasa sur ses revendications. Nicolas Pinault. Tout à l'heure, Jacques Aristide a réussi à joindre au téléphone Jean-Marie Runiga. Vous allez l'entendre, il n'a pas voulu faire un long commentaire, mais a au moins confirmé son limogeage. Évidemment, je vous appelle à propos de ce qu'on a vu dans l'actualité. Il y a le M23 qui vous a destitué comme son chef politique. Comment réagissez-vous à cela? Je n'ai pas de commentaires à faire, même si j'ai été destitué. Le porte-parole officiel va vous donner les raisons. Merci. Oui, mais attendez, Jean-Marie Runiga, alors... Voilà, Jean-Marie Runiga qui n'a pas voulu commenter. Et le porte-parole militaire en question, c'est Séraphin Mirindi. Il est au micro d'Idrissa Seydoudia. Parce que le général Makenga, il a fait une déclaration unilatérale qui ne concerne ni l'armée, ni l'exécutif du mouvement. Il s'est arrogé le devoir de prendre de grandes responsabilités du mouvement, mais en disant qu'il destituait le président du mouvement. Alors, pour ce faire, ce qu'on lui reprochait, c'était d'abord son incompétence notoire à gérer les affaires militaires du M23. De deux, il avait détourné des fonds importants alloués au fonctionnement de l'armée. 3, il avait usurpé le pouvoir pendant les opérations et après les opérations. 4, il s'est laissé corrompre par Kabila pour bloquer le processus de paix entamé par le gouvernement de Kinshasa et le M23 à Kampala. Surprise, nous entendons qu'il fait une déclaration, un putsch contre le président du mouvement. Alors là, nous lui avons dit non, et cette décision ne t'engage que toi-même, et les répercussions de ce qui en découleraient, il n'y a que toi-même qui pourrait exactement en subir les conséquences. C'est comme ça que les militaires ont décidé d'être derrière Bishop Runiga. Ils ont décidé de bafouer les ordres leur intimés par le général indiscipliné Makenga Sultan. Et ils ont décidé aussi de les poursuivre jusqu'à ce qu'ils s'expliquent devant les recommandements, devant l'exécutif du mouvement, et qu'ils soient jugés en tant que tels. Parce que ce n'est pas de discipline à générer et nous devons le poursuivre jusqu'à la fin.
Où est le bishop Jean-Marie Runiga? Où est-ce qu'il se trouve actuellement? Il est à Nyiragongo, dans son territoire. Il a été visité les policiers, il a été visité les militaires, il a été visité les populations. Et donc, il était en tournée en train de visiter les siens. Et nous sommes décidés à en finir, à en découdre et continuer notre révolution parce que nous voyons que le général indiscipliné Makenga, il est en train de chercher comment sortir de son état de corruption la plus absolue. Mais quelle réponse donnez-vous à cette accusation selon laquelle Jean-Marie Runiga a appuyé Bosco Ntaganda? Ce n'est pas possible. Ça devient comme une maladie dans le Congo. Mais hier, lorsque Kabila, on était en train de le frapper, il disait que le M23 était avec Bosco Ntaganda. Le M23 voulait balkaniser le pays. Le M23 avait des pays qui le soutenaient. Maintenant, aujourd'hui, le général indiscipliné Makenga, il se ligue avec le gouvernement congolais, avec les FDLR, lui aussi prend le même discours. Alors, si j'ai bien compris, c'est le conflit ouvert entre les deux factions. Jean-Marie Runiga n'accepte pas sa destitution et ce sera le combat littéralement au finish entre lui et le général Makenga. Il est inconcevable qu'un chef d'état-major général puisse s'arroger le droit et le devoir de faire un putsch. Nous sommes décidés à en finir et nous allons en finir. Et donc, il n'y a pas de dissension, nous allons en finir et la révolution va continuer. Voilà, Séraphin Mirindi, porte-parole militaire du M23, proche du bishop Jean-Marie Runiga, destitué par le chef militaire du mouvement rebelle congolais, le général Sultani Makenga. Ce limogeage intervient quelques jours seulement après la signature des accords d'Addis Abeba entre plusieurs pays de la région. Limogeage qui intervient aussi au terme de plusieurs jours de violents combats opposant deux factions du M23, la faction menée par le général Makenga lui-même, proche du général Laurent Nkunda, qui serait au Rwanda. L'autre faction est celle de Jean-Marie Runiga, proche du général Bosco Ntaganda. Pour la journaliste belge Colette Brackman, spécialiste du Congo au journal Le Soir, c'est ce rapprochement entre Jean-Marie Runiga et Bosco Ntaganda qui est à la base de la rupture. Le communiqué du M23 accuse le président Jean-Marie Runiga d'avoir en fait ouvert la voie à Bosco Ntaganda. Or, Bosco fait l'objet d'un mandat d'arrêt international et évidemment, même si on sait qu'il y a une hostilité, une animosité entre lui et le commandant des forces militaires, le général Makenga. Donc la question maintenant c'est, est-ce que le M23 va permettre que Bosco Ntaganda soit livré à la justice internationale? Et quel rôle le Rwanda joue dans tout ça? Depuis les accords d'Addis Abeba, officiellement, le Rwanda s'est engagé à ne plus jouer de rôle. Néanmoins, on a remarqué que la semaine dernière, les deux factions ont été invitées à Kigali pour essayer de trouver une solution. Et je pense que la position du Rwanda est que peut-être Bosco Ntaganda pourrait être arrêté, mais que Kigali est hostile au fait de le livrer à la justice internationale et de l'envoyer à La Haye parce que ce serait un précédent dangereux. Peut-être aussi que Bosco Ntaganda pourrait parler et expliquer les complicités dont il a bénéficié dans la région. Alors, ces remous au sein du mouvement rebelle dans l'est de la RDC, est-ce qu'on peut y voir une conséquence de l'accord de paix d'Addis Abeba signé dimanche dernier? Moi, ça me paraît évident que les scissions, certains parlent déjà de l'implosion du M23 et dû au fait qu'en haut lieu, c'est-à-dire de la communauté internationale, des pays comme les États-Unis, les pays membres du Conseil de sécurité, mais aussi les parrains de tous ces mouvements armés se sont mis d'accord pour signer la paix à Addis Abeba et que donc sur le terrain les exécutants ont perdu leur marge de manœuvre et ils ont aussi perdu l'espoir d'être soutenus par les pays voisins. D'ailleurs encore aujourd'hui, M. Ban Ki-moon a mis en garde les pays de la région contre tout soutien aux mouvements armés, au Kivu. Donc ça veut dire qu'ils sont vraiment l'objet d'une grande vigilance maintenant de la communauté internationale. Comment est-ce qu'on peut envisager la suite des négociations à Kampala maintenant que Jean-Marie Runiga, qui représentait une sorte d'aile dure, n'est plus dans le mouvement? Quelles peuvent être les conséquences? On peut imaginer des mesures de clémence sur le plan militaire, mais tout le dossier politique que défendait Runiga et qui passait entre autres par un changement de régime, sinon même la destitution du président Kabila, tout cela aujourd'hui n'est plus à l'ordre du jour et a été dépassé par le plan de paix d'Addis Abeba. Colette Brackman, spécialiste du Congo, au journal Le Soir, joint à Bruxelles. Vous écoutez Zapping Info Congolaise.
L'accord cadre signé le 24 février dernier à Addis Abeba est plus avantageux pour la RDC et reste différent des autres conclus précédemment. C'est le point de vue du gouvernement congolais. Cet accord vient d'être expliqué par le ministre des Affaires étrangères et son collègue de la communication, porte-parole du gouvernement, dans une conférence de presse conjointe qu'ils ont animée à Kinshasa. Correspondance de Jeff Ngoy de Radio Okapi. 15e accord conclu pour la paix en RDC, l'accord cadre d'Addis Abeba constitue une solution globale au conflit congolais. Il est différent des autres accords signés auparavant, selon le ministre Lambert Mende. Il a toujours été question de mettre le doigt sur une prétendue responsabilité congolaise pour la toute première fois, et les aspects internes et les aspects externes de cette conflictualité récurrente sont mis à jour. Mende et Raymond Chibanda affirment que cet accord est contraignant. À travers son mécanisme de suivi, des sanctions seront appliquées à l'encontre des contrevenants. Les sanctions sont celles que le Conseil de sécurité applique à ceux des membres de la communauté internationale qui s'écartent du droit international. Quant au pourparlers de Kampala, s'agit-il d'un fiasco? Et combien Kampala coûte au budget de l'État? Sans en donner des chiffres, le porte-parole du gouvernement indique que tout est pris en charge par le gouvernement. Nous, gouvernement de la RDC, n'en sommes pas encore arrivés à considérer Kampala comme un fiasco, parce que nous estimons qu'il faut aller jusqu'au bout de ce que nous avons décidé de faire là-bas. Pour le gouvernement, la légitimité des institutions et la souveraineté nationale ne sont pas mises à mal à travers tous les balais diplomatiques à l'échelon international. D'après le ministre des Affaires étrangères, les Nations Unies demandent simplement à Kinshasa d'accélérer le processus des réformes en cours. Jeff Ngoy de Radio Okapi. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Dominé par le limogeage de Jean-Marie Runiga, chef politique des rebelles du M23, par son vis-à-vis militaire, le général Sultani Makenga. Au lendemain de cette décision, des affrontements avaient été signalés hier à Kibumba, non loin de Goma, capitale du Nord Kivu. Au demeurant, le camp Runiga rejette sa destitution et parle de putsch et de fuite en avant, tout en se jurant d'en finir avec le général Makenga. Que signifient pour le processus de paix en RDC les discussions de Kampala, en particulier ces dissensions au sein du M23? J'ai joint dans la capitale ougandaise Magloire Paluku, directeur de la radio Kivu 1 de Goma. Ce n'est peut-être pas le mot, mais on a beaucoup fait réagir ici. J'ai personnellement parlé avec les trois tendances de ce dialogue. D'abord du côté gouvernement, enfin de ne pas s'intéresser, mais on dit que c'est une histoire qui est interne au M23. Mais le sénateur Tekis Moulaïla a appelé le président Yoweri Kaguta Museveni, qui est le président de ce dialogue, de chercher à savoir qu'est-ce qui va se passer, de publier peut-être un communiqué, si ce dialogue va continuer. Pour l'opposition, c'est encore trop tranché. J'ai rencontré Christian Badibangi qui a dit qu'on ne va pas attendre, entre guillemets, je le cite, que les terroristes s'attendent pour continuer le dialogue. Et il faudra que le dialogue continue malgré les attentes internes du M23. Et du côté du M23, l'aile maintenant, Makenga, qui est ici au dialogue, je parlais avec Bertrand Bissimois, le porte-parole de M23, il dit qu'en effet, c'est ridicule que l'aile Runiga se plie derrière Bosco Ntaganda qui est recherché par la communauté internationale et que eux pensent que le dialogue va donner occasion à ce que les rebelles se retrouvent quelque part au gouvernement et la suite dans la vie normale. C'était de Kampala, Magloire Paluku, directeur de la radio Kivu. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Nord Kivu dans la tourmente, je vous le disais en titre, des combats se déroulent en plusieurs points de cette province de l'Est de la République démocratique du Congo. À Rutshuru, des milices ont pris hier le contrôle de la ville, tandis qu'à quelques kilomètres de là, deux factions opposées du M23 s'affrontent toujours. Enfin, dans la zone du Massissi, les combats entre les forces congolaises et les miliciens de l'APCLS, une milice Maïmaï, auraient fait au bas mot 50 morts selon la MONUSCO, bien davantage selon des témoins
contacté sur place. Olivier Roger, bonjour. Bonjour. Alors commençons par cette zone de Kichanga où les combattants ont entièrement incendié le centre-ville. Oui, depuis 2 jours, les habitants du centre-ville de Kichanga payent un lourd tribut aux affrontements qui secouent la ville. Ces affrontements ont dans un premier temps opposé cette milice Mai Mai, la PCLS, à des réfugiés et dans un deuxième temps, cette milice, la PCLS, à l'armée congolaise. Bilan, quasiment toutes les maisons du centre-ville ont été brûlées, incendiées. 3500 personnes ont dû trouver refuge dans la base de la MONUSCO qui est à proximité. Quant au bilan humain, il s'annonce particulièrement lourd. Vous l'avez dit, au moins 50 morts ont péri, au moins 50 personnes ont péri à Kichanga selon la MONUSCO. Des dizaines, voire des centaines d'autres personnes ont été blessées et la MONUSCO poursuit les évacuations de blessés vers Goma. Voilà pour Kichanga, Olivier, mais à quelques dizaines de kilomètres de la Rutshuru, là aussi il y a des mouvements de miliciens. Oui, la nature des troubles à Rutshuru n'a rien à voir avec ce qui se passe à Kichanga. La ville a été investie hier soir par des groupes de miliciens FDLR et Mai Mai. Ces groupes qui ne s'entendent pas sont cependant tombés d'accord pour investir la ville et selon plusieurs sources pour y mener des pillages. En fait, ces groupes armés profitent du vide laissé par le mouvement rebelle M23 qui contrôlait jusqu'à mercredi dernier Rutshuru et qui l'a quitté pour aller faire la guerre un peu plus loin vers le sud-est, car le M23 est en guerre interne. Depuis quelques jours, 2 factions opposées du mouvement se battent. La faction du commandant militaire du M23, Sultani Makenga, et celle du chef de l'aile politique, Jean-Marie Runiga, se disputent le contrôle du mouvement. Des combats ont eu lieu hier et se poursuivraient ce matin entre ces 2 factions vers la frontière dans la zone de Kibamba. Là encore, les populations civiles sont prises entre 2 feux et à Goma, la Croix-Rouge constate un afflux de blessés. Olivier.